Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de cette édition. En Afrique du Sud, nouvelle manifestation anti-Zuma le jour de son anniversaire. L'opposition exige la démission du président. 3 ans après, le Nigeria se souvient des filles de Chibok. Les recherches se poursuivent pour les retrouver. Celles qui ont été épargnées vivent dans la peur. Angekuja Nairobi aone venye tunatumiaga wazungu vibaya. Et puis sur scène, le comédien kényan MC Tricky met ses talents d'humoriste au service d'une cause, aider les enfants de la rue. Le président sud-africain est plus que jamais contesté. Des milliers de manifestants ont défilé ce mercredi dans la capitale Pretoria à l'appel de l'opposition. Ils exigent la démission du chef de l'État. Ce dernier célébrait au même moment son 75e anniversaire avec ses militants à Soweto. Le point avec notre correspondante sur place, Sophie Repstein. Près de 20 000 personnes manifestent ici devant le siège du gouvernement à Pretoria. Ils veulent maintenir la pression et demandent la démission de Jacob Zuma. Beaucoup assurent que le président a placé, après le remaniement ministériel controversé, ses proches afin de servir non pas les intérêts du pays, mais ceux de la très riche famille d'hommes d'affaires indiens, les Gupta. Les manifestants assurent aussi que cette manifestation n'est absolument pas raciste, comme l'a assuré Jacob Zuma, mais qu'elle représente tous les Sud-Africains. Et d'ailleurs, la grande majorité de la foule aujourd'hui est noire et rassemble des membres de l'opposition. 9 partis d'opposition sont représentés, mais aussi de nombreuses organisations de la société civile. Pendant ce temps, ici à Soweto, Jacob Zuma fête ses 75 ans et c'est presque 10 ans à la tête de l'ANC. Ses militants sont venus lui souhaiter un bon anniversaire et veulent se montrer mobilisés face aux contestataires de plus en plus nombreux. Le chef de l'État, bénéficie encore du soutien de la majorité de son parti. Mais la prochaine bataille va se jouer au Parlement où est prévu le vote d'une motion de défiance. Et l'opposition tente maintenant d'obtenir un vote à bulletin secret en espérant que certains députés de l'ANC votent contre leurs dirigeants. En RDC, début des consultations en vue de la formation du gouvernement. Bruno Tshibala, le nouveau Premier ministre, s'est entretenu hier avec les dirigeants de certains partis politiques et les chefs coutumier, mais sa nomination est loin de faire l'unanimité. Le rassemblement de l'opposition, tout comme l'Union européenne, dénonce une violation de l'accord conclu le 31 décembre entre la majorité et l'opposition. Alors, lors de ces consultations, Bruno Tshibala a promis de dégager des ressources internes pour l'organisation de l'élection présidentielle. Le scrutin est censé avoir lieu avant la fin de l'année. On l'écoute. Nous nous sommes retrouvés au dialogue politique de la CENCO pour nous mettre d'accord et donc trouver un compromis en vue d'aller à des élections suivant un nouveau calendrier qui nous sera présenté par la CENI. Nous ne voyons pas d'inconvénient, ce qui est un appoint qui viendrait de nos partenaires, mais nous allons mettre tout en œuvre pour mobiliser les ressources financières internes en vue de financer les élections. Les élections deviennent la priorité des priorités pour mon gouvernement. Et en Centrafrique voisine, cela fait déjà 1 an que le président Faustin Archange Touadéra est entré en fonction. Pourtant, le pays est toujours en proie à de vives tensions, notamment dans la région de Montbarry. Louisa Lombard est spécialiste de la République centrafricaine. Elle nous dresse un bilan de cette année au pouvoir de l'administration Touadéra. Je pense qu'il a assez bien fait son travail cette dernière année, mais le problème c'est que pour lui, il se trouve dans une situation très très difficile. Bon, c'est difficile de plusieurs manières, mais j'en mentionnerai une pour l'instant. Et ça, c'est que
Il se trouve dans une situation où, dans la capitale, il a son gouvernement, il essaie de faire des choses, mais dans l'intérieur du pays, il y a toujours, je pense que c'est à peu près 14 groupes armés qui sont là. Il y a cette mission des Nations Unies, la MINUSCA, qui est là dans le pays. Il y a 13 000 personnes qui font partie de cette mission. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas beaucoup plus de violence qu'il y en a. Mais si le président Touadéra, s'il veut faire quelque chose dans l'intérieur du pays, c'est très difficile parce qu'il y a tous ces groupes armés qui sont là. Donc ça fait un peu bizarre parce qu'on a eu les élections présidentielles il y a un an. Ça donne l'impression que c'est un pays qui est sorti des conflits. Mais on n'a pas trouvé une solution pour tous ces groupes armés. Ils sont toujours là. Dans l'actualité aussi, cette déclaration du président russe pour Vladimir Poutine, les relations entre Moscou et Washington se sont dégradées depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Entre-temps, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a demandé à son homologue américain de clarifier ce que Moscou considère comme une position ambiguë et contradictoire des États-Unis sur la Syrie. Rex Tillerson, en visite officielle à Moscou, espère quant à lui persuader la Russie d'arrêter de soutenir le président syrien Bachar al-Assad après l'attaque chimique la semaine dernière. Le reste de l'actualité en bref et en images. Une femme d'origine britannique inculpée d'atteinte à la sécurité nationale au Rwanda a retrouvé sa famille au Royaume-Uni. Violette Oua Mauro avait été arrêtée il y a 2 mois et détenue au secret pendant 2 semaines à l'issue d'un séjour dans le pays des Grands Lacs pour l'enterrement de son père. Son mari est un membre actif du Congrès national du Rwanda, un parti d'opposition rwandais en exil. Le principal opposant zambien inculpé pour trahison pour avoir tenté de bloquer le convoi présidentiel. Selon la police, Hakainde Hichilema et 5 autres militants de son parti ont mis en danger la vie du chef de l'État Edgar Lungu. Cela s'est passé lorsque le président et l'opposant se rendaient à une cérémonie traditionnelle dans l'ouest du pays. S'il est reconnu coupable, Hichilema est passible de 15 ans de prison. Les Sud-Africains en deuil. Otlametse Palatse s'est éteinte. La jeune fille âgée de 18 ans souffrait de progeria, une maladie génétique extrêmement rare. Elle avait ému les Sud-Africains le mois dernier lorsqu'elle a été reçue par le président Zuma. Rencontrer le chef d'État sud-africain était l'un de ses plus grands rêves. Direction maintenant le Nigeria. Le procès du leader du groupe islamiste Ansaro, faction dissidente de Boko Haram, a été ajourné au 25 avril. Khalid al-Barnawi, considéré comme un terroriste, figurait sur la liste noire des États-Unis jusqu'à son arrestation au Nigeria en avril 2016. Il est formellement inculpé d'enlèvement et d'assassinat de 10 étrangers. Et on reste dans le pays il y a 3 ans. Plus de 250 lycéennes avaient été kidnappées à Chibok par Boko Haram. Depuis, une 50aine ont réussi à s'échapper, mais il en reste sans nouvelles de toutes les autres. Certaines auraient été mariées de force à des combattants. Une équipe de la BBC s'est rendue dans la ville de Gwoza, là où certaines filles ont été aperçues pour la dernière fois. Le récit de Anne-Marie Diaz-Borges. Gwoza a passé plusieurs mois sous le joug des islamistes. La répression et la mort y étaient quotidiennes, des violences commises au nom de la charia. L'armée nigériane affirme avoir aujourd'hui repris le contrôle de la ville. Ce bâtiment couvert d'un drapeau blanc et noir de Boko Haram aurait servi de refuge aux lycéennes de Chibok. Nous arrivons au village de Poulka, accompagnés d'une escorte militaire. Il y a à peine 2 semaines, Boko Haram a kidnappé 18 jeunes filles ici au petit matin. Quelques jours plus tard, le groupe a également mené de force 4 autres fillettes. Le but de ces enlèvements est simple, les combattants veulent assurer leur progéniture. Les enfants nés de ces jeunes filles seront élevés dans leurs principes idéologiques. Mais les kidnappings ne sont pas la seule menace. Des milliers de femmes démunies vivent dans ce camp. Adama Adamou a 30 ans, elle est seule au monde. Mon père et mes 2 frères ont été capturés par Boko Haram. Je ne sais pas si je les reverrai un jour. Les gens ici sont gentils avec moi, mais je suis toute seule. Les violences contre les femmes sont diverses. Certaines sont forcées à avoir des rapports sexuels contre de la nourriture. D'autres se sont tournées vers la prostitution pour survivre.
Plusieurs familles sont contraintes de vendre leurs filles en mariage pour une poignée d'argent. Un des sages de ce camp nous explique que de nombreux mariages forcés ont eu lieu récemment. Les dots sont devenues dérisoires. Certains parents n'ont reçu que 10 $ de la part de la famille du marié. L'éducation reste l'une des uniques portes de sortie et les enfants sont encouragés à aller à l'école 5 jours par semaine dans tous les camps de réfugiés. Certains parents ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école. C'est de l'ignorance. Face à Boko Haram, pour qui l'éducation occidentale est un péché, les Nigérians qui décident d'aller à l'école rendent hommage à leur façon aux jeunes filles disparues. On célèbre aujourd'hui la journée internationale des enfants des rues. Vivre et dormir dans la rue est le quotidien de 150 millions d'enfants à travers le monde. Au Kenya, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Aider ces enfants, le comédien MC Tricky en a fait son cheval de bataille. Ayant été lui-même un enfant sans abri, l'humoriste utilise ses talents pour sensibiliser les Kenyans à cette cause. Mon nom est Frank, on m'appelle MC Tricky et je suis comédien. Connaissez-vous Chris Brown? Est-il blanc? Il devrait venir à Nairobi et voir comment nous abusons des blancs. À Nairobi, nous engageons des blancs pour vendre des vêtements dans les boutiques. Ils posent comme des mannequins en portant des vêtements. J'étais très brillant à l'école, mais j'ai eu des années difficiles au lycée. Mon père et ma mère étaient sans emploi, ils n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école. C'est alors que la pression m'a poussé à aller à Nairobi pour chercher de l'argent. Vous n'avez nulle part où dormir, vous n'avez rien à manger et vous êtes là dans la rue où tout le monde vous traite comme un chien errant. Alors, je tournoyais autour du parc de Nairobi et c'est à cet endroit qu'ils faisaient leurs répétitions et je leur ai dit que je voulais tenter ma chance. Vous devez vous identifier où les gens peuvent vous repérer. Alors, je dis que je veux représenter ces pauvres enfants. Je pense que les gens respectent maintenant les enfants de la rue et c'est mon plus grand bonheur de voir que les gens peuvent maintenant respecter les moins fortunés de la société. Je veux que 90% des enfants de la rue soient évacués de nos villes. Peu importe où ils vont aller, ils peuvent aller à l'école, retourner chez eux pour voir leur famille. Ils peuvent poursuivre leur éducation ou commencer des activités économiques. L'éducation est la clé. Je n'ai pas de problème avec l'éducation. Le problème est cette clé. Je pense que si le travail n'est pas bien fait, c'est à cause du ministère de l'Éducation. Au lieu de nous envoyer chercher cette clé à l'école, ils devraient faire des copies et donner une clé à chacun d'entre nous. Mais pour l'instant, ce que je fais pour eux, c'est d'essayer de les sensibiliser. Je veux qu'ils se servent de mon exemple pour trouver le moyen un jour de sortir de là. Place à l'actualité sportive et à la une, cette attaque à l'explosif contre l'équipe de football de Dortmund. Le parquet fédéral allemand a annoncé avoir arrêté un suspect. Les autorités examinent 2 pistes. L'une est djihadiste. La police avait retrouvé sur les lieux du drame 3 lettres identiques de revendication, laissant penser à un attentat. Le match qui devait se jouer hier entre Dortmund et Monaco a été reporté. Et toujours en Champions League, le FC Barcelone a été lourdement battu à Turin par la Juventus, 3-0. L'Argentin Paulo Dybala était l'auteur d'un doublé décisif. Giorgio Chiellini a marqué le 3e but pour les Turinois. Et avant de refermer ce journal, direction l'un des endroits les plus froids de la planète, le pôle Nord, où se tient un marathon unique au monde, le marathon du pôle Nord. Cet événement attire cette année une 50aine de participants de 20 différents pays et les coureurs doivent parcourir jusqu'à 42 km. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre site internet bbcafrique.com. Bonsoir à tous et à demain.